à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Record pour la No Finish Line, la 18e édition s'est achevée dimanche. Elle aura dépassé les 435 000 km. Retour sur la soirée de la direction du tourisme et des congrès, une soirée au cours de laquelle la DTC a dévoilé les chiffres du tourisme en principauté, mais pas seulement. Malizia 2 a franchi hier la ligne d'arrivée de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre. Les réactions de Boris Herman et de Thomas Rouillant à suivre dans ce journal. Et puis notre focus info du jour, nous avons profité de la présence de l'Acquéron dans le port de Monaco pour vous faire visiter ce navire de la Marine nationale française. Vous avez été nombreux à suivre en direct sur notre antenne et sur les réseaux sociaux la fête nationale monégasque. Toutes les équipes de Monaco Info tenaient à vous remercier pour votre fidélité. C'est également un 19 novembre qu'a pris fin la 18e édition de la No Finish Line et ce en présence du prince Albert II. Frédéric Hélion revient sur cette édition record. 194 heures de course pour un nouveau record, avec 436 963 km parcourus en 8 jours. La 18e édition de la No Finish Line a dépassé toutes les espérances et a été cette année encore un véritable succès populaire. Sur les 14 280 inscrits, 12 967 coureurs ou marcheurs ont uni leurs efforts sur le circuit autour du chapiteau de Fontvieille, soit 1078 de plus que l'an dernier. L'objectif cette année était d'atteindre les étoiles et la barre des 400 000 km, objectif pulvérisé. C'est plus que les étoiles, c'est le nirvana. Là, on a explosé tous les records. La capsule est partie dans l'espace. Et je ne sais pas qu'est-ce qui pourra la retenir, puisque 436 000 km, c'est inimaginable. C'est féerique, c'est fantastique. La remise des récompenses a eu lieu dimanche après-midi en présence du prince Albert II. Le vainqueur de la No Finish Line 2017 est Fausto Parigi. L'Italien a parcouru 1026 km et a passé entre 18 et 20 heures par jour sur le circuit. Il est le 5e coureur à dépasser la barre des 1000 km depuis la création de l'épreuve et devance Didier Cessegolo, 1000 km et vainqueur l'an passé, et Robert Miorin, 924 km. C'était la première fois que je faisais la No Finish Line. J'avais déjà fait l'autre course, les 24 heures, et je l'avais gagnée 3 fois. La Fondation Cuomo m'a proposé de changer cette année et je me suis dit pourquoi pas tenter cette épreuve un peu plus longue. 8e au classement général et première femme, Mimi Chevillon. Celle qui s'était déjà imposée lors des 2 dernières éditions réalise le triplé avec 794 km parcourus et devance Sonia Luterotti, 683 km et Pascal Pasquier, 658 km. J'organise mes journées comme ça vient, je ne me prends pas la tête, je m'occupe de moi parce que je trouve que c'est une épreuve difficile. Voilà. En moyenne à peu près, ça fait combien de kilomètres par jour, vous savez ? Oui, je crois que le premier jour j'ai voulu faire un petit peu moins que d'habitude, j'ai dû faire 120 et après je voulais faire toujours 100. Je ne suis pas trop bien arrivée à la fin parce que je voulais battre mon record de l'année dernière que je n'ai pas battu. Alors je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà. 436 963 km parcourus, cela veut dire 436 963 € reversés pour financer des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés. Depuis la création de la No Finish Line, plus de 3 500 000 € ont été récoltés. Un nouveau logo et un nouveau slogan pour la direction du tourisme et des congrès. La semaine dernière, la DTC réunissait les professionnels du secteur à l'auditorium Régnier 3. On vous en dit plus dans ce reportage. Du vert pour amorcer un virage que la direction du tourisme vient de prendre. Le vert, couleur symbole de l'écologie, s'est invité à la soirée annuelle de la DTC à l'auditorium Régnier 3. Une soirée durant laquelle Guillaume Rose a dévoilé la nouvelle identité graphique de la DTC, la nouvelle signature commerciale Visite Monaco et cette nouvelle direction que prend le tourisme en principauté, un tourisme durable et responsable. C'est la nouvelle direction de la direction du tourisme
Alors c'est une direction qui est insufflée par le souverain bien sûr depuis plusieurs années, mais cette année elle prend une connotation tout à fait particulière puisque l'Organisation mondiale du tourisme a lancé l'année mondiale du tourisme responsable et nous sommes au cœur de cette problématique avec une volonté d'être pionnier pour Monaco en la matière. Donc le tourisme responsable se développe absolument partout en principauté et nous notre grand travail, notre grande tâche c'est de fédérer ce tourisme responsable. Et Dirk Glaser, directeur exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, était présent lors de cette soirée. Il a pu découvrir, en compagnie des différents acteurs de la principauté, le nouveau slogan qui accompagnera désormais les actions de la DTC à l'international, « Green is the new glam ». On engage vraiment toute la principauté à nous suivre parce que c'est vraiment une tendance générale. Les maisons de luxe, les grandes maisons de luxe comme LVMH, les groupes Pinot ont déjà compris qu'il fallait surfer sur cette tendance. Alors c'est vrai que pour beaucoup, le green, tout ce qui est développement durable, ça a toujours un petit côté ennuyeux. On se dit oh là là, ils vont nous parler de pompe à chaleur, etc. Et les gens qui gèrent le luxe ont compris que c'était vraiment l'avenir, le futur. C'est vrai que Tesla a été le bon exemple pour ça et qu'il faut maintenant, on a le dos au mur, aller de l'avant pour la planète et faire en sorte de faire des choses beaucoup plus responsables. Je pense que le tourisme doit vraiment montrer qu'il s'implique. À noter que cette soirée intervenait dans le cadre de la conférence annuelle des bureaux de représentation à l'étranger de la DTC, l'occasion pour les différents collaborateurs de discuter ensemble des stratégies qui seront développées dans les mois à venir. Le 25 novembre sera marqué par l'organisation de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La principauté s'y associe en proposant notamment jeudi une conférence au lycée technique et hôtelier de Monaco. Son thème, violence dans le couple, pourquoi ne parle-t-elle pas ? Depuis plusieurs jours sur Monaco Info, nous diffusons différents coups de projecteur consacrés à des entités qui viennent justement en aide à ces femmes. Aujourd'hui, focus sur l'association Chicken Iken. Sandrine Nègre a rencontré la présidente de cette association. Maintenant, on en parle déjà, c'est déjà un grand progrès. Donc les mentalités évoluent, mais néanmoins, il reste encore beaucoup à faire, comme on peut le voir avec le scandale de Harvey Weinstein à Hollywood, et avec les violences conjugales qui continuent, avec les petites discriminations de tous les jours, les inégalités salariales. Donc le combat est encore long. On est heureux qu'on puisse en parler, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors justement, vous parliez des violences conjugales. Ce mois de novembre est très largement marqué par l'organisation de la Journée internationale de lutte contre ces violences, justement. Vous positionnez à quel niveau au sein de l'association ? J'imagine que vous multipliez aussi les actions contre les violences. Oui, alors nous, notre association Chicken Iken a donc pour vocation d'informer et de soutenir les victimes. Donc nous ne sommes pas formés en tant qu'assistantes sociales, mais notre objectif c'est vraiment de pouvoir orienter les victimes et les personnes confrontées aux violences au mieux. Donc on va essayer de les encourager à s'adresser à la police, à l'hôpital, à la médiation familiale, aux services sociaux, afin de pouvoir les informer, de leur dire vous avez des droits, il y a des options qui s'offrent à vous, il y a un réseau qui est là pour vous aider. Passons à toute autre chose, à présent dans le reste de l'actualité, en bref et en images. À l'occasion de la fête nationale, le général Benoît Pugat, grand chancelier de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du mérite, était l'invité du souverain. Lors de sa venue en principauté, il a d'abord été accueilli par les sections de Monaco de la Légion d'honneur et de l'Ordre du mérite à la Maison de France. Une remise de 2 prix d'action civique à 2 policiers a par ailleurs été organisée. Ces derniers ont fait preuve de bravoure durant l'été 2017 en sauvant 2 personnes de la noyade. Ce lundi également, l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Principauté se réunissait pour la première fois à l'hôtel Hermitage autour d'un cocktail. Jusqu'à présent, les chirurgiens dentistes étaient regroupés au sein d'un collège qui dépendait de l'Ordre des médecins. Depuis la récente adoption du projet de loi, l'Ordre des chirurgiens dentistes a été créé afin de mieux encadrer la profession. Retour sur la belle performance de Malizia 2 dans la Transat Jacques Vabre. Le navire du Yacht Club de Monaco s'est imposé pour sa première participation à la 4e place de la catégorie IMOCA. Le récit d'Alexandra Pani. Ils sont partis le 5 novembre dernier du Havre. Après 14 jours, 21h31 et 53 secondes, Boris Herman et Thomas Ruyant franchissent la ligne d'arrivée de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre.
Ils atteignent ainsi Salvador de Bahia à la 4e place de la catégorie IMOCA, derrière les vainqueurs Jean-Pierre Dick et Yann Eliès. Bien sûr, on a rêvé, peut-être on pourrait faire avec ce beau bateau un podium. Et on a fait peut-être des petites erreurs stratégiques, mais aussi on a fait une belle course et je suis très content avec le résultat. Et j'ai profité beaucoup de naviguer avec Thomas, beaucoup appris, merci. Le duo est très incisif en début de course, mais des soucis techniques viendront rapidement freiner ses ambitions. Ils seront relégués à la 8e place au passage des Canaries, où ils en profiteront pour réparer leur aérien de girouette, une réparation qui leur permettra de grappiller 4 places avant l'équateur. Ce qui a été sympa là pendant ces 15 jours, c'est qu'on n'a rien lâché, jamais avec Boris, même si au début on s'est fait décrocher. Et le bateau ne nous permettait pas d'aller aussi vite que ce qu'on aurait aimé à un moment donné. On a essayé de revenir, on s'est accroché, on est revenu. Ils se sont un peu rebarrés devant, voilà. Et puis au final, j'ai pris énormément de plaisir, comme dit Boris, à naviguer tous les deux. On formait un bon duo sur l'eau. Je pense que ça va être un sérieux concurrent pour le prochain Vendée Globe, Boris. Ça c'est sympa à dire, merci. Et avec ce bateau-là et ce marin-là, je pense que ça fait vraiment un duo à refaire pour la suite. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition, avec des ambitions, on l'espère, encore plus grandes pour ce voilier, arrivé seulement en juin dernier au Yacht Club de Monaco. Il est l'heure à présent de votre Focus Info du jour. Il est consacré aujourd'hui à l'Achéron. Le navire de la Marine nationale française a fait escale en principauté pendant la fête nationale. Frédéric Hélion et Thomas Deus ont eu le privilège de monter à bord. Regardez. Construit en 1986 et mis en service en 1987, l'Achéron est un bateau de la Marine nationale française. Un bâtiment base de plongeurs démineurs basé à Toulon, il est utilisé pour la formation des plongeurs de bord, des plongeurs démineurs et des nageurs de combat à l'école de plongée de Toulon. Depuis son port d'attache varois, il rayonne principalement sur les côtes méditerranéennes françaises, à la fois pour des missions de surveillance maritime et de police des pêches. L'Achéron effectue une patrouille au large de la Principauté dans le cadre de la défense maritime du territoire et a fait relâche à Monaco le week-end dernier. Coïncidence, pendant la fête nationale monégasque. Sur ce bateau de 41 mètres, un équipage de 17 personnes avec un seul officier à bord, le commandant, qui a pris son commandement le 1er septembre. C'est un très beau bateau. Et donc je vais y rester en tant qu'officier commandant pendant un an. J'étais auparavant sur une plus grosse frégate, une frégate de 150 mètres qui s'appelle le Chevalier Paul. Et j'ai été embarqué dessus pendant 3 ans. Et notamment j'ai participé aux opérations Aromanche. Les opérations Aromanche, c'était de l'escorte du porte-avions Charles de Gaulle, à la fois en Méditerranée orientale et dans le golfe arabo-persique, lorsqu'il effectuait des frappes contre Daesh en Irak et en Syrie. Donc voilà, le Chevalier Paul, c'est le garde du corps du Charles de Gaulle en matière de lutte antiaérienne. Et j'étais un de ces marins jusqu'au 1er septembre. L'Achéron est lié au lycée Pierre et Marie Curie de Menton via une convention de partenariat. Dans ce cadre, des élèves de l'établissement, spécialisés dans la filière électrotechnique, ont eu la chance de visiter le bateau. Nous aussi, alors suivez le guide. Alors là, vous êtes devant le pupitre machine, c'est ici qu'on conduit la propulsion du bâtiment. Sur ce pupitre machine, vous avez à la fois le réglage du pas d'hélice et à la fois le réglage des tours moteurs. Donc on va tout gérer d'ici en commande passerelle. Ensuite vous avez tout ce qui est instrumentation liée à ces moteurs qui sont en face. Des plans du bâtiment, la barre. Donc la barre ici c'est pas la barre à roue qui est juste à côté de vous. C'est un petit joystick qui nous permet de manipuler la barre à gauche et à droite. Et en commande secours on passera en barre à roue. Ici vous avez un radar qui nous permet de naviguer et un système de carte électronique indispensable à la navigation aujourd'hui. Aujourd'hui on navigue de moins en moins en carte papier. C'est ces cartes électroniques qui vont nous positionner comme le GPS va positionner la voiture sur la route. Exactement de la même manière. Puis ensuite vous avez tout un tableau de contrôle à la fois des feux et des sirènes qui sont juste à côté du siège commandant. Donc ça c'est le fauteuil du commandant à bord. Il n'y a que le commandant qui a le droit de s'asseoir
dessus. Et puis ensuite ce dont je vous parlais, donc une barre à roues un peu traditionnelle qui est notre commande de barre en secours et qui est une des dernières barres à roues de la Marine nationale qu'on entretient comme vous voyez de façon adaptée. Voilà pour ce qui est de la passerelle en elle-même, elle est très simple, élémentaire, mais globalement c'est ce que vous retrouverez sur tous les bâtiments de la marine et globalement sur les bâtiments de commerce également. Ici vous avez les compartiments en propulsion, vous avez deux diesels de propulsion et deux diesels alternateurs qui nous permettent de nous fournir la propulsion et l'électricité pour le bord. Ici c'est les facilités d'accès à la plage arrière pour les plongeurs, donc c'est sacé, vous avez un compartiment où ils peuvent se changer, un compartiment où ils peuvent se doucher et un compartiment où ils peuvent récupérer leur matériel. Donc c'est très adapté pour eux, ce qui leur permet à la fois de ne pas salir le bateau, mais ensuite de pouvoir se doucher et se sécher de façon correcte. Donc là vous êtes dans l'infirmerie, l'infirmerie est vaste parce qu'elle est équipée d'un caisson hyperbare. Alors ce caisson hyperbare il est très important pour les plongeurs parce qu'il permet en cas d'accident de plongée de pouvoir médicaliser et surtout recompresser l'accidenté de façon autonome ici à bord. Pour ça vous avez à l'intérieur une civière que vous voyez, vous en avez de chaque côté et puis ensuite vous avez la possibilité d'avoir une troisième personne, un accompagnateur qui sera dans le caisson. Donc on peut recompresser 3 personnes dont un accompagnateur, c'est-à-dire un infirmier, de façon à pouvoir souvent sauver celui qui a eu un accident de plongée et qui nécessite un traitement hyperbare. La vocation de ce caisson, qui est disponible aussi dans les hôpitaux à terre, mais l'idée c'est vraiment de le médicaliser rapidement et ainsi de le sauver en le médicalisant rapidement à bord. Parmi les membres de l'équipage présent sur l'Achéron, les plongeurs de bord. Ils sont près de 1300 en France, la formation dure 6 semaines. Les plongeurs de bord interviennent jusqu'à 35 mètres de profondeur avec un équipement de 25 kg sur les épaules. On a une bouteille standard en acier. C'est une bouteille 15 litres qu'on trouve dans le public aussi. 2 détendeurs, une brassière d'équilibrage et ensuite direct système pour gonfler la brassière et comme dans tous les plongeurs, une boussole, un profondimètre car nous on plonge avec des tables de plongée, c'est pas des ordinateurs. On sait déjà normalement quelle profondeur on doit rencontrer et un chronomètre pour savoir où on en est dans la plongée. La limite de profondeur c'est 35 mètres. Dans l'optique où on n'a pas un caisson employable à 3 minutes. Donc là on en a un à bord mais on n'a pas les médecins et les infirmiers pour l'employer, du coup on se limite à 35 mètres. Et du coup il n'y a pas de palier à faire. On gère nos plongées pour éviter tout palier. C'est pour ça qu'on sait ce qu'on va faire à l'avance. Les plongeurs doivent attendre 30 minutes entre chaque plongée afin que l'azote accumulé soit évacué du corps. Chaque plongée est réglementée, un surveillant de surface de plongée est là pour s'assurer que tout se passe bien. Moi je vais prendre le temps où ils partent sous l'eau et ensuite je vais calculer quand ils vont remonter, ils vont m'annoncer leurs paramètres. En fait je vais calculer s'ils font une remontée conforme ou pas. Okay. Et en fait s'ils ont remonté un peu trop vite ou pas, à ce moment-là on prendra les décisions, soit pour les renvoyer faire des paliers, pour respecter toujours un taux de désaturation. D'accord. C'est quoi justement la norme, on va dire, le taux là, en fait, si vous voulez, ils ont une vitesse de remontée de 1 minute pour 15 mètres. D'accord. Voilà, si le type, quand il remonte, il me dit qu'il est remonté en 30 secondes pour 15 mètres, voilà, là il y a une procédure à faire, il est en procédure de remontée rapide, donc après j'ai un guide. Comme ça on a des grenades de rappel et tout ça, au cas où s'il se perd, tout ça. Donc voilà, en fait c'est assez militaire. Hein. Donc là par exemple, voilà, moi si je vois que dans mon calcul à ce moment-là, je trouve qu'il est en remontée rapide, là c'est tout indiqué, donc je regarde, hop, R7, remontée rapide, hop, je mets sur R7, voilà. Si les plongeurs de bord descendent jusqu'à 35 mètres, les plongeurs démineurs interviennent eux jusqu'à 80 mètres. Avec d'autres appareils, ils respirent notamment un mélange suroxygéné. Enfin, les nageurs de combat descendent eux jusqu'à 50 mètres, mais sur des durées plus longues. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours.
Mercredi, prolongement d'une période de temps sec assez ensoleillée avec des températures toujours très agréables. Jeudi, un peu moins de soleil que les jours précédents sans grand changement. Les températures iront de 13 à 15 degrés. Vendredi, nuages partagés entre apparition du soleil. Le thermomètre oscillera de 13 à 18 degrés. Et enfin, le week-end prochain, détérioration du temps avec un risque d'averse dimanche dans la matinée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de nos programmes sur Monaco Info. Très bonne soirée à tous.